14h, Sud Radio, la France dans tous ses états, le fait du jour. C'est confirmé, l'usine historique de fabrication de véhicules Stellantis, située à Poissy, va cesser sa production de voitures pour se tourner vers de nouvelles activités industrielles dans les prochaines années. Un changement d'activité qui s'accompagnera d'une réduction des effectifs. Plus de 500 salariés seraient concernés. Est-ce la preuve de plus, la preuve de trop d'un pays en voie de désindustrialisation? On en parle avec le député des Yvelines, Carl Olive. Bonjour monsieur le député. Bonjour Maude. Bonjour Carl Olive, merci d'être à l'antenne en direct et en studio sur Sud Radio. Merci pour l'invitation. Pour parler, mais merci à vous d'être là, c'est important. Vous êtes, j'allais dire, la voix la plus compétente sur le plan politique pour décrypter cette... c'est quand même une petite tragédie. Quand j'étais gamin, je disais dans mon ouverture, Simca, Talbot, j'ai des gens de ma famille qui ont travaillé là, c'est des fléaux comme Sochaux ou comme Flins. Et là, on apprend, et on s'en doutait un petit peu, c'est ce que je vous demandais aux antennes, est-ce que l'on voyait venir, vous me disiez oui. Quand même, c'est un coup dur. Vous êtes moins pessimiste qu'on pourrait avoir la raison de l'être, ou c'est quand même un coup dur? D'abord, celui qui vous parle est le fils d'un ouvrier qui a passé 42 ans chez Simca, Chrysler, Talbot, Peugeot, PSA. Donc ça vous touche. Et le frère de 4 frères qui ont fait l'école Chrysler. Donc l'histoire de Simca, Chrysler à Poissy, elle se confond avec l'histoire même de la ville. C'est votre histoire personnelle. 27 000 salariés dans les années 60. Et député de la circonscription. 1584 aujourd'hui, mais 7 000 salariés en R&D sur le même site de production. Que se passe-t-il ? On va dire les choses, Perico Légas, c'est que depuis 2013, le site de production de Poissy est sous oxygène dans la fabrication de ces véhicules, grâce à qui? Au département des Yvelines, à la région Île-de-France, à la communauté urbaine, Grand Paris Seine-et-Oise, et à la ville de Poissy. Stellantis acceptait les subventions de collectivités locales? Alors direct quand c'était possible. Je suis conseiller départemental depuis 2011, entre 2011 on va dire et 2015-2016 en R&D. Et puis derrière de façon indirecte, Perico Légas, je m'explique, acquisition quand j'étais maire d'une salle de spectacle, 3 millions d'euros, Forum Armand Peugeot. À Poissy. À Poissy. Mutation du plan local d'urbanisme pour l'association sportive des automobiles Peugeot Talbot, 4 hectares mutés en logement pour permettre à Peugeot d'avoir de l'actif et donc d'assurer une continuité de production automobile. Aujourd'hui, de quoi parle-t-on très précisément? Alors déjà, vous dites que je suis plutôt optimiste. Je suis raisonnablement optimiste parce que... Enfin, moins pessimiste qu'on pourrait le craindre. Voilà. Pourquoi? Et encore une fois, moi, mon histoire se confond avec celle de l'industrie automobile à Poissy. Parce que Stellantis va injecter 100 millions d'euros, on va y revenir. Mais quand on regarde ce qu'il se passe à l'échelle de notre pays, en 2019, 2 200 000 véhicules français vendus. En 2025-26, c'est 25 à 30% de moins. On est à 1,6 million aujourd'hui. Alors vous allez me dire pourquoi? D'abord parce qu'il y a un mode de consommation qui est certainement différent d'une partie des Français, mais surtout, quand on voit le coût de production d'un véhicule en France, je prends le cas par exemple de la 208, entre 20 et 25 000 euros. On prend la BID en Chine, entre 12, c'est à peu près les mêmes véhicules, entre 12 et 18 000 euros. Bon on a tout compris. C'est-à-dire qu'on a des coûts de main-d'œuvre, on a des coûts de fabrication qui sont largement supérieurs. Et il faut se poser les bonnes questions. Pourquoi on va sur le même terrain de jeu que ces gens-là? On a une Europe avec une préférence communautaire à laquelle on a renoncé. On paye très cher cette démission européenne. Je suis complètement d'accord avec vous. C'était elle qui devait nous protéger contre la Chine. Mais on devait avoir des armes de protection. Je suis complètement d'accord avec vous et je pense qu'on s'est aussi précipité sur le tout électrique il y a quelques années. On a fait marche arrière il y a une petite année maintenant. Sauf qu'aujourd'hui, je prends le cas du département des Yvelines, Perico Légas, on a 76 000 véhicules électriques. C'est-à-dire qu'on a, un Yvelinois sur 10 qui roule en véhicule électrique. Et je pense qu'il faudra aller sur ce sujet-là. Mais on s'est de nouveau précipité et on a été prisonnier, vous avez raison de le souligner, par une Europe qui a encore voulu nous montrer ce qu'il fallait faire sans jamais mettre les acteurs autour de la table. Et une Allemagne qui, pour préserver ses intérêts économiques, nous a demandé aux autres pays européens, notamment à la France, ne contrarions pas les Chinois, on peut en avoir besoin. Alors faites un sacrifice sur certains secteurs, mais ça sera compensé par d'autres. Finalement, c'est eux qui ont bénéficié. Voilà, on le voit sur les panneaux solaires et sur les moteurs électriques. C'est une gabegie sans nom.
Carl Olive, vous appartenez quand même à une majorité sur laquelle vous vous êtes engagé en 2017 avec ferveur et conviction, ça personne n'en doute. Deux mandats d'Emmanuel Macron, gouvernement Édouard Philippe. Est-ce que vous pensez pas que la dynamique de 2017, le discours, on était conscient des enjeux après la Chiraci, Sarkozy, Hollande, j'avais l'impression que la Macronie allait dire on va prendre ce sujet par les cordes. Nous savons qu'il faut réindustrialiser la France, qu'il faut relocaliser, qu'il faut produire en France. Comment se fait-il qu'au bout de bientôt 10 ans d'exercice du pouvoir par Emmanuel Macron, sa majorité, cette sensibilité, toutes les énergies qui avaient réuni et les talents qui étaient, comment ça se fait qu'on arrive quand même à ce genre de Alors moi, je vous dis les choses très clairement. D'abord, en tant qu'élu, je n'ai jamais tout attendu de l'État. Jamais. Et je pense que l'exemple de ce qui se passe, paradoxalement, Pierrick Légas, c'est l'exemple de ce qui se passe aujourd'hui sur notre territoire de la vallée de Seine, où Poissy reste le premier bassin d'emploi de la vallée de Seine, est pour moi un exemple qui pourrait faire école à l'échelle du pays. Pourquoi ? Parce qu'on est sur un alignement et on a toujours mis en place la force collective. Il y a Flins qui est à quelques kilomètres. Exactement. Et quand je parle de Stellantis, on pourrait aussi prendre l'exemple de Renault Flins qui a su muter. Moi, je suis très pragmatique et très darwiniste, tortue de Galapagos. Le département des Yvelines, la région Île-de-France, département des Yvelines Pierre Bédier, région Île-de-France Valérie Pécresse, la communauté urbaine Cécile Popescu, la ville de Poissy, votre serviteur et sa successeur. On a toujours été pour un premier combat qu'est l'emploi. Et ce qui se passe aujourd'hui à Poissy, parce que là on nous dit, et on le voit bien, fin de la construction automobile, mais préservation de l'emploi. Et moi, je veux qu'on dise les choses. C'est pas le syndicat Sud qui est minoritaire qui vient nous annoncer qu'il y a 200 emplois qui vont rester, qui vont disparaître après. C'est totalement faux. Aujourd'hui, c'est 1584 emplois à Poissy. Il y en a 1200 qui vont être garantis. Le delta, c'est quoi ? C'est la pyramide des âges qui fait que l'âge médian est de 5 ans. C'est un petit peu plus jeune que vous, c'est 55 ans. Et donc, ces personnes-là ont d'ores et déjà demandé de bénéficier ou d'un congé senior ou d'un départ volontaire. Pour autant, il faut qu'on soit exigeant. Et Stellantis nous le rend bien, puisque 7000 salariés col blanc viennent s'installer sur le même site de production dans ce qu'on appelle un Green Campus. Je suis né en 59, vous pouviez rajouter 10 ans de plus, je me souviens de cette époque. Vous vous souvenez, Carl Olive, quand il y avait un syndicat jaune à Poissy, le SIA, je crois, c'était un trouble dans l'ordre syndical, et pourtant on se demande si c'était pas ce syndicat jaune sous le vent qu'obtenait plus de conquêtes, j'allais dire syndicales et sociales, que les syndicats officiels. Oui, parce qu'à l'époque, les syndicats faisaient du syndicalisme, là où aujourd'hui, malheureusement, certains font de la politique. Et la vérité, c'est que les syndicats, je pense par exemple à FO ou la CFDT, ont toujours eu une exigence dans les relations sociales, mais une exigence pragmatique. C'est-à-dire que quand on est en comité extraordinaire, on va pas nous dire que le soleil est jaune et le dire en sortant qu'il est bleu. Ça ne fonctionne pas. Et moi, j'en veux à ces syndicats minoritaires qui systématiquement jettent de l'huile sur le feu pour se faire peur. En 2013, c'était la veille de mon élection, mon premier reportage était sur le site de production. Et là, on nous disait, ça va fermer comme à Aulnay. Non seulement ça n'a pas fermé, mais aujourd'hui, ça reste, Pierrick Légas, aujourd'hui, je le dis à vos auditeurs, le premier site industriel d'Europe. Le premier site industriel d'Europe. Tant au niveau de la production et de la mutation de la production, pièces de rechange, impression 3D, fabrication pour le changement de véhicules, que pour, encore une fois, le Green Campus. Donc, c'est une nouvelle histoire qui va s'installer, de deux solutions, soit on est très fataliste, ou alors on est plutôt réaliste et pragmatique. Vous avez compris que je suis plutôt dans la seconde partie du terrain. Carl Olive, quels étaient les modèles de véhicules qui étaient produits aujourd'hui à Poissy ? La DS3, oui. DS3 et DS3 Crossback, qui est vraiment une signature du groupe Stellantis, donc là on parle de Citroën, et l'Opel Mokka. Et pour tout vous dire, cette Opel Mokka a pu être construite parce que le département des Yvelines a investi 10 millions d'euros en faisant l'acquisition d'un foncier disponible sur le site de production. En échange de quoi ? C'est une location de la part du site de production à l'endroit du département, mais ça a permis pendant 3 ans de maintenir l'emploi sur le site de production. Et ça, on doit rendre à César ce qui appartient à Pierre Bédier, le président du département. Donc, vous voyez, c'est pas l'État, c'est le contribuable départemental, donc local, c'est une collectivité locale qui s'est impliquée. C'est une volonté politique pragmatique. Et l'industriel a accepté cette subvention, cette solidarité de la part du public. C'est un très beau symbole
Pour autant, Carl Olive, si on prend un peu de recul, je vais relire toujours, ça serait facile, si vous étiez aux affaires, comment vous voyez, sans rentrer dans le détail, quelles sont aujourd'hui les grandes orientations que la République française doit prendre pour préserver son patrimoine industriel? Est-ce qu'il y a des décisions à prendre avec les autres partenaires de l'Union européenne? Est-ce qu'on doit affirmer, taper un petit peu du coup de main sur la table, c'est l'occasion avec ce conflit au Proche-Orient, où les États-Unis restent dans longtemps, est-ce qu'on peut recréer une dynamique européenne qui préserve nos industries, qui préserve notre patrimoine et nos richesses? Je vais vous répondre très franchement. La première chose que moi j'enverrai comme message est arrêtons de prendre les Français pour des cons. Arrêtons d'être systématiquement dans la défiance avec les élus, ou comme dans le dictionnaire, le mot confiance devrait venir avant le mot défiance. Parce que la vérité, c'est que systématiquement, dans cette verticalité du pouvoir, et vous voyez, celui qui vous parle est quelqu'un qui est en loyauté avec le président de la République. Je ne partage pas tout, mais moi, je ne suis pas ceux qui vont tirer sur l'ambulance une fois que ça vacille. En quoi on nous a pris pour des cons, pas Carl Olive? On nous met devant le fait accompli. Et je vais vous donner un exemple. Pourquoi on n'anticipe pas sur le coût des carburants? Pourquoi l'Espagne arrive à s'en sortir? Pourquoi l'Italie arrive à s'en sortir? Et pourquoi nous autres, on est systématiquement dans la réaction? Pourquoi on ne respecte pas nos agriculteurs? Pourquoi la tomate espagnole coûte 30 à 40 centimes de moins que la tomate française? Parce qu'on emmerde les agriculteurs. Quand je dis on leur facilite pas la tâche. Oui. On les méprise. Il faut leur faire confiance. On leur complique la vie. On leur complique la vie. Ils sont saturés de normes et de contraintes et de règles. Alors je vais vous dire, si j'avais dû respecter tout ce qu'on m'avait imposé à l'époque dans cette technostructure, parce qu'en fait, moi je parle des technocrates, voilà, ceux qui sont dont l'emblème est la tortue et le frein à main, et qui nous facilitent absolument pas la tâche. Eh bien, il faut que nous soyons pragmatiques. Et être pragmatique, c'est un peu, pardon de vous le dire, Perico Légas, c'est que Édouard Philippe, quand il était Premier ministre, tous les mois, invitait des maires de façon transpartisane à la table de Matignon. Pas pour bouffer, pour se faire rentrer dedans et écouter. Et ben quand on vient sur le terrain, comme on dit en Bretagne, sentir le cul des vaches, je peux vous dire que ça facilite bien les choses. Moi, c'est le premier message que je passerai. Donc on fait confiance et ensuite on juge au résultat. Vous considérez qu'il y a une élite aujourd'hui qui est au pouvoir, qui est coupée des réalités du terrain, qui ne vient pas. Alors pourtant, il y a des témoins qui sont prêts à apporter une information. Moi, quand je dis au président de la République, je m'en souviendrai toujours en 2019 que effectivement, il faut réformer ce pays et que le président lui dit, vous avez raison, mais la manière dont vous y prenez, c'est exactement l'inverse de ce qu'il faudrait faire. Qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, je lui dis, venez vous faire engueuler. Tirez-vous retroussez-vous les manches et allez vous faire engueuler. On a fait le Tour de France. Je dis pas que tout est parfait, hein, mais je dis simplement que les maires de France, de gauche comme de droite, trouvent toujours des solutions à chaque problème. Je suis député depuis 2022, on trouve un problème à chaque solution. C'est la grande différence. J'en doute pas, Carl Olive. Le bilan quand même de ce gouvernement, il concerne aussi celui des autres gouvernements. Je ne vais pas qu'accabler cette majorité-là. Le bilan est quand même désastreux au vu des moyens qu'on avait et du fait qu'il avait été alerté par des élus comme vous, par des gens qui étaient conscients des réalités, qui ont transmis, qui ont envoyé des messages et des informations, des cris de détresse. On dirait que ça franchit pas le périphérique. Une fois que ça arrive sur le bureau d'un énarque à Paris, hop, ça part dans une poubelle. Alors, je vais aller dans votre sens, sauf que, si je peux me permettre, le sujet des retraites, il faisait partie de la page 8 du programme présidentiel, 65 ans. Les collègues républicains, et je viens des républicains, pendant 3 présidentielles, on va mettre l'âge des retraites, parce que c'est pas un microclimat, c'est le sens de l'histoire, à 65 ans, et au moment du vote... Emmanuel Macron voulait la retraite à points, c'est Édouard Philippe qui n'en a pas voulu, il voulait absolument une limite d'âge. Vous vous souvenez que vous étiez Exactement. Vous étiez en plein dans le bas. Il va falloir remettre le sujet au cœur, parce que pour le coup, on n'est pas un microclimat. Quand on voit ce qui se passe en Italie, 67 ans, en Espagne, Portugal, 65 ans, au Royaume-Uni, pareil, on n'est pas un microclimat. Carl Olive, une des vertus du gaullisme, de la France du général de Gaulle, c'était la planification. On faisait un plan, il y avait un ministre du plan, on prévoyait, on avait de la vision. Est-ce que vous pensez pas qu'il faut revenir à un moment donné, pour éviter ce qui s'est passé à Poissy, qu'on ait des planificateurs au niveau de l'État, en bonne intelligence avec l'entreprise, bien entendu, le capital et les multinationales, pour planifier une économie française qui soit conforme aux réalités, aux attentes et aux moyens dont on dispose? Oui, puis ça passe par la spécialisation des rôles. Encore une fois, ça passe par la spécialisation des rôles. Il faut que nous fassions comme nous le faisons, et comme vous le faites dans votre entreprise ici à Sud Radio, qu'on soit sur des plans pluriannuels, par exemple d'investissement, qu'on s'y tienne et qu'on soit jugé au résultat, pas forcément toujours sur la manière de pouvoir y accéder. On va tenir un an comme ça, avec un gouvernement qui... Ah mais moi j'attends rien, je vais vous dire, Perico Légas, si tant, et je l'ai déjà dit à votre micro, et à celui de Monsieur Roger, si on continue de penser que les partis sont plus importants que le pays, alors comme disait le président Sarkozy, on va dans le mur.
et en klaxonnant. Le président Sarko et De Gaulle disaient aussi, les partis sont nécessaires, mais ils ne doivent pas avoir la totalité du contrôle de la vie politique française. Et là, on voit qu'on le paye assez cher. Vous avez des espoirs sur 2027 ? Est-ce qu'il faut vraiment, pour le coup, est-ce qu'on peut arrêter les conflits idéologiques artificiels ? Attention aux extrêmes, d'accord. Est-ce qu'on peut se mettre d'accord à un moment donné sur les priorités économiques de ce pays ? Est-ce qu'il y a des programmes qui peuvent être communs, sans faire allusion à ceux de la gauche ? Est-ce qu'il y a des programmes de sauvetage de la nation, de la République qui peuvent être communs à différents partis politiques ? Pierre Collégas, je viens du sport. Et quand on vient du sport, on se concentre d'abord sur nos qualités et certainement pas sur les défauts des adversaires. Si on parlait un peu moins de l'extrême gauche et de l'extrême droite, qui font partie de ces partis qui travaillent, on est pour ou contre, mais ces gens-là, je le vois, travaillent. Et nous, qu'est-ce qu'on fait ? Bloc central, gauche, droite, républicaine, on passe notre temps à se bouffer la gueule. C'est-à-dire que si jamais, encore une fois, je dis que l'éducation des jeunes se fait à l'université et non pas au pied des immeubles, certains vont me dire « pas du tout monsieur » et on ne s'en sortira jamais. J'ai fait une proposition de loi sur le gaspillage transpartisane. Certains n'ont pas voulu venir sur cette proposition de loi parce qu'on ne voulait pas travailler avec l'ancienne majorité. Mais on est où ? On est où ? Donc en fait, notre principal adversaire, c'est pas l'extrême gauche, c'est pas l'extrême droite, c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes. Et on a un devoir de responsabilité. C'est la raison pour laquelle, moi, à titre personnel, je suis pour une candidature unique pour être en finale en 2027. Et s'ils sont si puissants, ces deux extrêmes, c'est que des promesses n'ont probablement pas été tenues auxquelles le peuple français croyait. Oui, puis qu'on n'est pas bon. C'est-à-dire que, voilà. Merci. On est capable de tirer un pénalty contre son camp, c'est du jamais vu dans l'histoire du sport, mais on est capable de le faire, nous. L'équipe de Poissy est forte en quelle discipline ? En triathlon. En triathlon, hein. Et en basket. Bon, on voit que vous avez gardé la ferveur et la dynamique. J'en profite pour dire qu'au micro de Sud Radio, que je sors un ouvrage à la fin du mois de mai sur le 40e anniversaire de France-Brésil à Guadalajara, chez Hugo Sport, qui va s'appeler Sous le soleil de Guadalajara avec Michel Platini. On vous recevra et on dégustera avec modération un tout petit peu de noyau de Poissy, qui est quand même une liqueur merveilleuse. 42 degrés, hein, Pierre Collégas. Oui, attention. mais c'est ça je vais vous dire, il y a des gens à qui ça fait pas peur. Merci Caroline d'avoir été à l'antenne en direct sur Sud Radio. À très bientôt. Jean-Luc Mélenchon a-t-il raison de ne plus vouloir adresser la parole aux journalistes ? Est-ce que vous trouvez ça justifié ? Vous pouvez nous le dire à l'antenne de Sud Radio en appelant le 0826 300 300.